encore. Donc là, on fait partie. Enfin voilà, c'est le deuxième jour du Forum social mondial des économies transformatives, qui est une émanation en fait du Forum social mondial, qui existe depuis à peu près 20 ans. Et ce forum-là, le slogan à l'origine des premiers forums, c'était un autre monde est possible. Et le slogan du Forum des économies transformatives est l'autre monde qui existe déjà. Donc, c'est l'idée de dire qu'il y a déjà des choses qui se passent. On n'attend pas le grand soir ou je ne sais quoi pour transformer les choses et transformer la société. On transforme ici et maintenant. Et c'est ce qui est propre à l'économie sociale et solidaire, notamment, mais pas que. Et en fait, nous en Occitanie, alors voilà, moi je me présente, je suis salarié au Mouvement pour l'économie solidaire Occitanie, avec Bérénice qui est ici présente également, et Bruno Lanier qui fait partie du MES France. Et voilà, et en fait, on est partie prenante du RIPES, notamment qui organise le Forum social mondial des économies transformatives. Et donc, dans ce processus, nous en Occitanie, on a déjà enclenché lors du FRES, le Forum régional de l'économie sociale et solidaire, en novembre dernier. On a déjà enclenché un travail de réflexion sur les économies transformatives en Occitanie. On avait organisé des conférences thématiques sur l'agroécologie, les économies féministes, les communs, au regard toujours de l'économie sociale et solidaire, pour questionner d'un point de vue théorique et d'un point de vue de pratique euh, toutes les, euh, toutes ces initiatives qui transforment la société. Je vois que Anne-Marie vient d'arriver, donc c'est très bien. Je pense qu'il y a alors Léa, je pense que c'est Léa Sébastien aussi qui doit être là. Léa, c'est bien toi? Pas de réponse. Ok. Donc voilà. Bonjour Anne-Marie. Bonjour, excusez-moi, je suis vraiment désolée. Pas de souci, pas de souci. Bonjour à tous. Bienvenue. Donc j'étais en train de refaire un petit, voilà, mettre le contexte un petit peu. Ah, c'est bon, on te voit. Ça y est, T'as mangé ton sandwich, c'est bon. pas encore, mais c'est pas grave Ah, après. On ok, verra ça plus tard, pardon, excusez-moi. pas de problème. Donc, je remettais un peu le contexte voilà, du Forum social mondial, des économies transformatives et, voilà, et l'idée de faire une convergence en Occitanie. Donc, nous, on a déjà travaillé là-dessus lors du FRES. Et l'idée, c'est de poursuivre cette dynamique-là. Donc, trouver des moyens de faire des coopérations au sein de l'Occitanie entre les différentes économies transformatives. Ce qui était intéressant notamment au FRES, c'est qu'on a fait des ponts, notamment entre le monde de l'économie sociale et solidaire, des mouvements féministes, certains mouvements de l'agroécologie qui ne sont pas forcément dans le SS non plus. Et l'idée, c'est voilà, toutes ces économies qui transforment la société ici et maintenant, comment on peut faire réseau, faire bloc pour avoir plus de poids pour un basculement prochain. Je voulais, alors, donc, la convergence d'aujourd'hui, elle a pour but voilà, de se rassembler en étant dans la réflexion et dans la proposition pour nourrir la réflexion de la convergence France, comme il disait tout à l'heure Bruno, qui va avoir lieu juste après, la convergence européenne qui va avoir lieu cet après-midi également, et pour nourrir aussi l'agenda du Forum social mondial avec les mouvements d'interréseau qui auront lieu à la fin du processus. Euh, Nous, on a choisi de focaliser aujourd'hui ce webinaire sur la question des écosystèmes territoriaux et la question des tiers-lieux. Alors, je vais vous passer la parole les uns après les autres parce qu'on a plusieurs intervenants qui ont on va dire des compétences et des connaissances spécifiques qui sont toutes convergentes en fait vers cela. Et juste pour introduire cela, après je vous laisserai la parole, dans l'idée aussi que nous, avec le MES Occitanie, on travaille depuis alors, un petit moment avec ce qu'on appelle le réseau des relais locaux de l'économie solidaire, qui sont pleins de cafés culturels, associatifs, ça peut être enfin, voilà, des tiers-lieux, des choses qui sont dans les territoires ruraux notamment, et qui transforment notamment Charlotte qui est là en fait partie avec Cap Essence, qui transforment leur bassin de vie en fait en développant des écosystèmes. Alors ça peut être
de diverses manières, mais voilà, on va en discuter. Voilà, et l'idée en fait aussi du lien, enfin ce que j'aimerais bien avoir votre ressenti aussi là-dessus, vos interventions, sur le lien entre un tiers-lieu solidaire, que ce soit en ville, en campagne, voilà, n'importe où, et le lien avec le développement d'écosystèmes territoriaux, comment ça, quel pont peut-il y avoir et comment on peut amplifier tout cela. Quand je parle, alors par contre, pour la définition du tiers-lieu, ceux qui connaissent les tiers-lieux en général savent que, alors Anne-Marie, j'aimerais bien avoir ton point de vue aussi là-dessus, que c'est assez complexe à définir. À chaque fois, le tiers-lieu, chacun en donne un peu sa définition. Nous, on essaye voilà, d'apporter une définition un peu cadrée autour de l'économie sociale et solidaire, avec des enjeux de développement territorial. Et voilà, l'idée, c'est comment ces tiers-lieux-là peuvent transformer les territoires où ils sont implantés et comment ils peuvent créer une dynamique d'écosystème. Alors, je vais laisser peut-être la parole en premier à Charlotte, qui pour illustrer un petit peu, je pense, ce qu'est un relais local et ce qu'est un tiers-lieu solidaire, pour que tu présentes un petit peu et que tu donnes ton avis sur ce sujet. Et puis après, l'idée, c'est que ça devienne une conversation un petit peu assez fluide entre tout le monde. Si vous avez des questions, dès que vous voulez intervenir, n'importe qui, levez la main voilà, sur le Zoom et voilà, on fera passer la parole au maximum. À toi, Charlotte, si tu veux. On t'entend pas. T'es muet, t'as mis... tu actives ton micro. Pardon. Oups, voilà. C'est bon là? Ouais, tu peux parler plus près de ton micro peut-être? Ouais, là vous m'entendez bien? Oui, c'est bon. Ça va comme ça ou pas? Non. Oui, c'est très bien. Ouais, c'est très bien, merci. Oui. D'accord. Du coup, alors nous on est relais local en fait depuis 2014 sur le territoire de l'Ariège. Alors moi, comme j'entends un relais local, c'est une forme de promotion, sensibilisation de l'économie solidaire sur notre territoire. À petite échelle, alors nous, dans l'Ariège est grande, donc on est situé dans la haute vallée de l'Ariège, à côté de Tarascon sur Ariège. Donc via notre association, on a organisé pendant plusieurs années des mini-fresses, on va dire, à Tarascon, donc en regroupant pas mal de projets éthiques sur le territoire et avec comme, on va dire, comme thématique, la première année, c'était vraiment faire découvrir l'économie solidaire et notamment à travers de passer de qu'est-ce qui était une économie, l'économie présente sur notre territoire qui était jusqu'en 2002 une économie principalement industrielle et vers quoi on pouvait aller. Et du coup, que l'économie solidaire pouvait être une possibilité en tout cas de développement sur le territoire. Et la deuxième année, on a voulu que ça soit un peu plus populaire et que ça puisse rassembler aussi un public pas forcément sensibilisé à ces thématiques. Donc, on a organisé plutôt des ateliers ouverts à tous, avec moins de conférences et du coup, en faisant intervenir davantage des intervenants d'ici. Et c'était basé sur la fleur de la permaculture, notamment. Ces deux festivals, ça nous a permis aussi de mettre en avant en fait la monnaie locale. Donc, on a cofondé avec plusieurs personnes en Ariège. Donc, la monnaie locale complémentaire qui s'appelle la Pyrène et l'association a été créée en 2014. Donc, on avait accompagné le projet à l'époque. Aujourd'hui, on reste toujours très actif, mais on n'est plus au conseil d'administration sur la gestion quotidienne, mais plutôt sur le développement en étant comptoir d'échange et en proposant aussi des sensibilisations sur le public qu'on a sur le lieu, donc sur le tiers-lieu pour le coup.
Et puis aussi en 2014, on a lancé une association qui s'appelle les États généreux. L'idée, c'était du coup de regrouper vraiment toutes les structures de l'économie sociale et solidaire et de porter leur voix, voilà, faire du plaidoyer, du lobbying auprès du grand public, mais aussi des politiques. Voilà, donc ça, c'était toujours en lien avec le MES Occitanie, avec des interventions régulières de l'équipe toulousaine. Voilà. Et en 2016, début 2017, on a ouvert un tiers-lieu. Donc, c'est un lieu où on reçoit des groupes qui a une raison d'être qui est éveiller et transmettre. Et l'objectif, c'est travailler l'interaction entre l'humain, le collectif et la nature. Donc, on y propose des événements tous les mois culturels. Et puis, on reçoit des groupes sur des stages divers et variés, mais principalement sur tout ce qui est agroécologie, bien-être, et puis après aussi des groupes familles, etc. Voilà. Et sur le lieu, on développe une démarche en permaculture pour rendre petit à petit le lieu autonome d'un point de vue alimentaire. Voilà. Pour la présentation. Et après, pour moi, le lien entre tiers-lieu et développement du territoire, c'est, en tout cas, comment je le vis ici à Point-Soleil, c'est une manière de montrer en fait qu'il y a une autre économie, surtout là avec le Covid. Je crois que ça a pris tout son sens. On était vus un peu comme des extraterrestres quand même depuis le début. Première SKIC, Société coopérative d'intérêt collectif, portée par des individus et des personnes morales, parce qu'il y en a d'autres en Ariège, mais c'était plutôt proposé en fait par les collectivités, les montages de SKIC. Voilà, donc déjà montrer que c'est possible, montrer que en étant aujourd'hui 50 sous terre, et on peut créer une économie qu'on souhaite sans passer par les banques, avec un lien fort à l'engagement, que ça soit dans l'équipe du quotidien, des salariés, mais aussi des bénévoles. Et que ce fonctionnement, finalement, ça crée une durabilité quand il y a des crises comme celle qu'on a pu passer ces derniers mois. Donc nous, on est assez heureux de pouvoir le montrer sur le territoire, et on a été même, que ce soit la préfecture, la DDCSPP ou la mairie, et nos propriétaires aussi, qui ne pensaient pas qu'on allait pouvoir vivre cette crise-là, parce qu'on était, on reçoit quand même des groupes principalement à l'extérieur et que des groupes. Et grâce à ce réseau d'implantation depuis 2014 avec des partenaires multiples, sur une éthique du coup qui est partagée, qui est la protection du vivant, la sensibilisation à l'économie solidaire, etc. On peut y arriver, on peut se soutenir et finalement même se sentir grandi par des crises comme ça, quoi. Voilà. Ok, très bien. Merci beaucoup, Charlotte, pour ton intervention. Alors, pour continuer sur les tiers-lieux, et je pense qu'on viendra après à Andrea et la monnaie locale. On verra ça peut-être dans la partie juste ensuite concernant ce qui va faire écosystème vraiment sur un territoire. Je voudrais avoir l'avis de Anne-Marie, si tu veux bien, pour nous parler de ce que font les IF à Toulouse, mais pas que. Et la coopération aussi entre les tiers-lieux. Je sais que vous aviez fait une vidéoconférence il n'y a pas très longtemps aussi à ce sujet-là. Et aussi au regard du Covid. Voilà, si tu peux nous donner ton point de vue là-dessus. Oui, bonjour, rebonjour à tous. Et alors je vais essayer de commencer déjà par présenter les IF, les Imaginations Fertiles. Donc nous aussi, on est une société coopérative d'intérêt collectif. On est implanté à Toulouse depuis 2012. Alors au départ, on était plutôt sur le territoire proche du centre-ville, Saint-Cyprien, Patte-d'Oie. Et depuis, et en fait, on a déménagé en plein Covid. Donc c'était sportif et intense, on va dire ça comme ça. Mais depuis le 2 juin, on a rouvert des locaux au quartier de Bellefontaine, donc dans le Grand Mirail,
à la sortie du métro, sur un site qui est situé dans un parc qui est assez agréable, plutôt agréable quand même à vivre, ça va, on ne se plaint pas en plein été. Mais qu'on est en train sur un portage plus global avec la foncière éthique qu'on va racheter dans le cadre d'une société civile immobilière pour ensuite faire des travaux et sur le site global. Donc là, actuellement, on est plutôt en occupation de préfiguration et pré-chantier sur certains espaces. Et on partage aussi des locaux avec l'agence intercalaire qui a animé et accueilli sur le lieu d'autres structures depuis le mois de janvier. Donc là, on est reparti presque à zéro sur un nouveau site, un nouveau tiers-lieu, une nouvelle dynamique à relancer sur un nouveau territoire qui est totalement différent de celui qu'on avait avant à Patte-d'Oie. Alors après, bien sûr, comme nous, on a quand même un certain historique, entre guillemets, notre structure existe depuis 2012, donc on ne va pas changer qui on est parce qu'on arrive sur ce territoire non plus. Donc on garde nos thématiques de base qui sont l'économie sociale et solidaire, l'innovation sociale, la créativité, la fabrication, l'artisanat, parce qu'on a aussi des ateliers, toujours. On a gardé les ateliers d'artisans avec des artisans qui sont déjà installés sur le site. Voilà, mais effectivement, on s'adapte, on change, on a appris aussi depuis 2012, on a testé plein de choses, voilà, aussi à Patte-d'Oie à l'époque. Et donc, et pour préparer notre déménagement et notre arrivée ici, ben, on a depuis 2017, ça fait depuis 2017 qu'on travaille sur ce territoire-là, enfin qu'on rencontre les acteurs, qu'on monte des partenariats, qu'on participe à des événements, qu'on a monté, on a fait des questionnaires, on a fait des visites, on a fait plein de rencontres pour faire connaître le lieu, notre démarche. Et puis, voilà, donc l'idée vraiment… Alors, en ce qui concerne les tiers-lieux, ensuite, sur le sujet des tiers-lieux, qu'est-ce qu'un tiers-lieu? Je ne répondrai pas à cette question, c'est beaucoup trop complexe. Et surtout, il n'y a pas d'une seule définition. Et le jour où je saurai ce que c'est qu'un tiers-lieu, c'est que j'en serai plus un, en gros, quoi. C'est qu'on n'en sera plus un. Donc, tout ce que je peux dire, c'est que c'est une dynamique et que c'est quelque chose qui est vivant et qui bouge tout le temps et qui doit s'adapter à son territoire et aux acteurs qui viennent dedans et voilà, et être un peu réactif. Et voilà, c'est du vivant, quoi, le tiers-lieu. J'en vois d'autres qui arrivent, donc qui pourront compléter aussi sur le sujet. Par contre, il y a quelques ingrédients de base quand même dans les tiers-lieux qui sont le fait de faire qu'on ne s'implante pas à partir de rien sur un territoire juste parce que le lieu est sympa et qu'il y a un superbe bâtiment, mais que du coup, c'est un travail de fond, de terrain avec les acteurs et que ça se co-construit. C'est très, enfin voilà, le cœur d'un projet de tiers-lieu, pour moi, c'est la communauté et la démarche participative et la co-construction. Donc, c'est important aussi de travailler sur une vision d'ensemble, mais que cette vision ne soit pas figée non plus. Voilà, pour laisser un peu de marge debout et pour laisser à chacun de s'y retrouver. Et oui, Andrea, un tiers-lieu ne s'impose pas, ça se co-construit. Je réagis en live et tout, c'est trop bien. J'adore Zoom. Donc voilà. Sinon, donc oui, donc la démarche tiers-lieu, c'est de faire avec, d'abord de répondre à des besoins du territoire. Donc c'est pour ça que nous, aujourd'hui, on essaye aussi d'être réactifs sur le territoire de Bellefontaine, de s'adapter aux nouveaux acteurs, aux nouveaux publics qu'on va aussi accueillir sur le lieu, qu'on n'accueillait pas forcément avant. Donc, on sera un tiers-lieu un peu plus ouvert, plus grand public qu'on l'a été à Patte-d'Oie aussi. Voilà. Et en parallèle de l'ouverture de ce lieu, on a aussi été labellisé comme d'autres fabriques de territoire. Et donc là, ça se rapproche un peu de ce qui avait été développé à l'époque en 2014 autour des pôles territoriaux de coopération économique. Donc, cette vocation à être au-delà du lieu, vraiment d'animer une démarche territoriale d'acteurs, de coopération entre acteurs sur un territoire autour de thématiques voilà, qui font sens, qui alimentent les besoins, qui répondent aux besoins d'un territoire. Et donc, la démarche fabrique de territoire, c'est ça, avec aussi un fort volet autour du numérique et un volet autour du transfert des savoir-faire, de la formation, de la capitalisation de tout ce qui se fait sur ce sujet-là. Mais on en est au tout début, on vient juste de signer, de recevoir la convention, donc on est aussi, avec le Covid, en train de mettre en route tout ça. Donc voilà. Je passe vite un peu sur tous les sujets, puis s'il y a des questions, après, ça
permettra de rebondir. Et puis sur les tiers-lieux et Covid, alors effectivement, ça a été assez étrange cette période Covid, je pense, pour beaucoup de tiers-lieux. Parce que l'idée, c'était de comment on fait pour garder, rester collectif, faire collectif en cette période où tout le monde était chacun chez soi. Et puis au final, alors c'est beaucoup passé par les Fab Labs. Il y a une grosse dynamique de fabrication de masques, de visières, une solidarité qui est même passée au-delà même des réseaux Fab Labs. En fait, c'était chacun chez soi est devenu un mini Fab Lab, un micro Fab Lab à des échelles encore plus. Juste, excuse-moi, Anne-Marie, Malik Diop, est-ce que vous pouvez couper votre micro? Oui. Excusez-moi, je ne me suis pas rendu compte que... C'est pas grave, Malik. Anne-Marie, tu... Oui, donc effectivement, sur la période Covid, les Fab Labs, toute la fabrication s'est relocalisée et on a vu l'intérêt d'avoir ce réseau fin au plus près des besoins parce que quand l'État n'arrivait pas à fournir, l'État et la force publique, l'action publique n'arrivait pas à fournir les masques, etc., mais il y a toute cette solidarité locale, ultra-locale et de savoir-faire. On ne se rend pas compte de la force et de la quantité de savoir-faire et de réactivité qu'il y a dans les Fab Labs, je pense, ou même, peu importe, dans n'importe quel atelier d'artisans. Et du coup, qui s'est auto-organisé comme ça, de manière très organique. Et puis, petit à petit, ça s'est formalisé. Et la puissance publique est venue après coup, pour dire, voilà, super le travail que vous avez fait, on arrive à vous financer, etc. Mais au début, c'était sur le temps, sur l'argent et sur les investissements des bénévoles et de toutes les personnes qui étaient membres des Fab Labs. Donc, c'est assez... j'espère, je pense que ça a donné plus de visibilité et démocratisé encore plus cette partie-là des Fab Labs. Et après, sur la partie en plus tiers-lieu, on a aussi travaillé avec les acteurs du quartier de Bellefontaine. On a fait une rencontre pendant le Covid à distance, des webinaires et tout ça, pour savoir comment les acteurs dans les QPV vivaient le Covid. Et effectivement, il y a un gros sujet, il y a la fracture sociale, la fracture numérique, la fracture d'accès aux droits, la précarité qui s'est creusée. Et du coup, je pense que les tiers-lieux, il y a beaucoup d'enjeux sur ce post-Covid, sur des dynamiques de tiers-lieux. Ok, merci beaucoup Anne-Marie pour ton éclairage sur le travail des IF notamment, qui sont dans une démarche à fond sur les tiers-lieux aussi de territoire. Pour un peu plus éclairer le côté écosystème et ce qui pourrait permettre de redynamiser en tout cas un écosystème territorial, je voulais un petit peu avoir l'avis de Andrea sur les monnaies locales et sur votre approche aussi au sol violette et comment tu vois aussi la vision du territoire. Je voyais aussi ton petit commentaire sur les tiers-lieux, ça ne s'impose pas. Est-ce que tu peux en dire un petit peu plus là-dessus? Et voilà, puis si tu veux un petit mot au regard du Covid également. Oui, tout à fait. Merci. Et puis, je suis ravie de vous voir. C'est vraiment chouette. Effectivement, l'économie sociale et solidaire et les économies transformatrices sont en lien avec tout un groupe de partenaires, sont autant des associations, des coopératives, des artisans, des petites structures, mais c'est aussi, et on l'espère, davantage des acteurs et des parties prenantes autour, donc des banques éthiques, des financeurs, la collectivité, une collectivité éclairée qui effectivement apprend à travailler avec les citoyens et qui n'est ni l'un ni l'autre fait chacun de son côté sans une intelligence, sinon se met au service de l'intelligence du territoire avec une dynamique des questions sur le bien commun et l'intérêt général. Donc ça, c'est vraiment le cadre global. Pendant la période du Covid, ça a continué à révéler l'importance de la résilience, donc cette capacité d'interconnexion, des maillages, des travails, des proximités où les réponses viennent effectivement par les acteurs qui sont là au quotidien et qui sont les plus proches. Donc, Anne-Marie a parlé effectivement des Fab Labs qui ont su partager les plans pour faire des visières et ça s'est passé d'une manière spontanée des Fab Labs à Fab Labs comme des bouche à bouche, comme le dit si bien Bruno Latour sur la question du virus qui se transmet bouche à la bouche avec cette idée d'un amour qui peut se transmettre aussi des bouches à la bouche et donc des choses qui peuvent se passer autrement et différemment.
Donc, le Fab Lab, il y a effectivement une dynamique des tiers-lieux territorialisés, donc Anne-Marie Alès a bien positionné. Effectivement, il y a aussi les tiers-lieux qui sont des lieux, on va dire, numériques. On les voit apparaître à la croisée des schémas entre les acteurs des Fab Labs, de l'économie contributive et les acteurs des tiers-lieux. Donc, je vais vous citer un exemple et je vous partage le lien sur le Conversé et puis après, plus tard, sur le Ferret sur le live Facebook, qui sont les ripostes créatives territoriales, qui est une dynamique qui a commencé beaucoup en Bretagne par Michel Briand, mais dans lequel il participe aussi des gens très intéressants comme Laurent Marceau, qui est une des chevilles ouvrières sur les wikis chez le mouvement des colibris. Et donc, qui à un moment donné, par cet espace d'apprentissage commun, permettent des lieux, des espaces comme avec l'OPAD ou les tables partagées, comme on fait en utilisant les outils de Framasoft, de travailler toutes les dynamiques des coécritures, des valorisations des initiatives solidaires d'un territoire, de les mettre en place d'une manière visible avec des cartographies qui s'émaillent et qui nous montrent un territoire local, mais qui peuvent nous montrer aussi une dynamique nationale, hein, puisqu'on va le retrouver aussi avec les cartes nationales comme Transiscope, qui vont permettre de tout de suite montrer cette capacité d'échelle. Et c'est ce maillage qui est important. Alors, un maillage, elle peut se faire de différentes manières. Donc, un maillage qui peut être par la solidarité d'un partage et la mutualisation d'un espace partagé, des locaux, des outils de travail, des imprimantes ou autres, mais aussi on peut le voir dans d'autres espaces de partage d'une manière beaucoup plus large, par le partage culturel, par le partage de la mobilité, par le partage du changement, tous les espaces de résilience alimentaire ou des tiers-lieux qui sont plutôt sur la partie alimentaire et l'autonomie et la résilience alimentaire, on les retrouve. Dans ce même sens, on va trouver des outils, toute une série d'outils, donc les monnaies locales. Je vous avais mis à un moment donné sur le Conversé toute la richesse qu'il y a en Occitanie, hein, puisque aussi Charlotte l'a présenté avec la Pyrène en Ariège, on va trouver le sol Olympe au Tarn-et-Garonne et donc à Montauban, là où je suis. Le sol Violette à Toulouse, on va trouver aussi l'Aïga à Cévennes et ce côté cévenol. On va trouver le Croco à Nîmes. On va trouver aussi la Graine vers l'Hérault, donc Montpellier. On va trouver l'OCU à Narbonne. Et toute une série d'acteurs qui ont l'habitude un peu de travailler ensemble depuis 2012, puisque c'est une démarche pareille d'apprentissage collectif qui s'est fait ensemble. La particularité de ces outils-là, c'est qu'ils sont assez territorialisés. Ils vont travailler sur la proximité où les citoyens ils vont mettre en exergue quelles sont les valeurs qu'ils veulent voir grandir dans la société aujourd'hui. Et en faisant ça, ils vont faire des choix autour de la question des... ils vont sélectionner les acteurs qui rentrent dans cette démarche-là pour mettre la force financière, économique et citoyenne au service de ces structures-là, en faisant ce que nous on appelle une monnaie affectée. Donc, comment on affecte des politiques publiques qu'on va pouvoir suivre pour les voir grandir. Et donc, ils font ça, en faisant ça, ils font un impact social. Ils se disent, voilà la société sur laquelle on va voter tous les jours. Il y a des sélections municipales bientôt, vous le savez. Il y aura des sélections présidentielles, des cantonales ou autres, mais ça se passe chaque 6 ans, 7 ans, ça dépend, 5 ans, selon les types d'élections. Pendant qu'avec la monnaie, on peut choisir tous les jours quel type de consommation, quelle entreprise on veut voir grandir dans notre territoire. Pendant le temps du Covid, on a vu aussi beaucoup des acteurs, de par le fait de la fermeture des frontières, ce qui n'est pas nécessairement un choix réjouissant, hein, parce que aussi la fermeture des frontières peut être aussi une déstructuration qui peut amorcer des espaces et des dynamiques fascistes. Donc, ce sont des choses que nous, on ne souhaite pas. Mais par le fait qu'un petit virus ait un problème dans notre système, ça vient montrer l'importance de la proximité, d'une relocalisation de l'économie où effectivement on va trouver des acteurs au plus proche. Moi, j'étais heureuse de voir dans mon territoire, ici à Montauban, plusieurs choses et j'espère qu'ils vont continuer. Un préfet qui a fait appel au fait qu'on achète davantage en local, donc c'est inédit. Ça fait 10 ans que je travaille sur les monnaies locales. Hein.
Il y a quelques collectivités qui nous soutiennent. La collectivité de Toulouse et Toubord a su le faire et en plus, dans les prochaines élections, ils se sont manifestés toutes les bords politiques pour ce soutien de ce projet. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Hein. Et donc, c'est intéressant de voir comment le public il peut aussi être au service d'une réalité qui est la nôtre et qui est celle de la résilience. J'ai vu également des acteurs changer de fournisseurs. Par exemple, IVEO Cosmétiques, qui est à côté de chez moi, qui s'est mis à faire du gel parce qu'ils ne savaient pas faire du gel hydroalcoolique, mais ils faisaient des parfums et des choses de beauté bio. Ils se sont mis à faire du gel hydroalcoolique, donc ils ont su transformer, on va dire, leur activité pour quelque chose qui répondait au territoire. Et non seulement ils ont su faire ça, sinon en plus, ils ont changé un fournisseur, puisque l'alcool, ils ne pouvaient pas le trouver venant d'un autre pays éloigné et étranger. Ils ont acheté à quelqu'un qui produit du vinaigre et de l'alcool dans notre territoire, ici au Tarn-et-Garonne. Donc, immédiatement, on est en train de voir comment par l'économique, on peut aussi, par l'économique dans la consommation, parce que j'achète pour ces entreprises-là, par l'économique, parce que ces entreprises elles vont mailler vers un acteur du territoire, donc ils vont changer des produits, des fournisseurs, ils vont préférer aussi être dans une dynamique de proximité, et on va pouvoir les mailler par la suite. Donc c'est ce maillage par la suite qui est intéressant avec cette force des monnaies qui s'interconnectent. Donc aujourd'hui, par exemple, le sol violette et le sol olympe ont créé une monnaie interterritoriale qui s'appelle le e-sol. Et donc, on appelle ça la ruche des monnaies. Et donc, dans la ruche des monnaies, on va pouvoir voir que parce que les Toulousains, ils sont choisis, alors c'est toujours embêtant de nommer un. Imaginons Folsesson, qui est un restaurant soutenu en plus dans une dynamique féministe, mais aussi voilà, toute une série de choses des quartiers. C'est difficile en plus de qualifier les acteurs, hein, vous le savez. Hein. Mais bon, imaginons un restaurant de Toulouse. Moi, même si je suis adhérent ici à Montauban et que j'ai l'habitude d'aller dans mon café à côté ou autre chose, je peux aussi aller acheter avec ma même monnaie à Folsesson, à Toulouse. Et donc, c'est une monnaie qui va renforcer ces dynamiques-là, ces acteurs-là qui sont dans une posture autre et qui disent, voilà, nous, ce qui nous intéresse, c'est une économie qui ne soutient pas les spéculations financières, qui en plus va utiliser l'énergie monétaire pour faire grandir ces acteurs-là. Et en faisant ça, ils vont commencer aussi à lui donner non seulement une force culturelle ou des bannières dans laquelle on se reconnaît dans des valeurs, sinon à le faire et à la traduire concrètement. Moi, ce qui m'intéresse, et je suis une fille très pragmatique, c'est que vraiment les choses s'avancent d'une manière très claire. Donc, moi, quand on parle de monnaie locale, ça me va, mais je préfère en plus quand je peux voir qu'elle fonctionne vraiment. Et c'est tous ces efforts-là citoyens qui m'intéressent. Voilà, donc on a besoin des forces, on a besoin de se renforcer. On parle de ça comme le monde d'après. Hein. Je disais en rigolant parfois que le monde d'avant et le monde d'après, bon, le Covid est venu là pour nous faire une espèce de rappels à l'ordre aussi sur qu'est-ce qu'on veut vraiment, quoi. Qu'est-ce qu'on veut vraiment, et je pense que ce qu'on souhaite, c'est surtout pas un monde triste qui ne s'embrasse pas. Merci Andrea, je vois que ça applaudit. Oui, bravo pour cette formule. Oui, et c'est vrai que ça nous permet de revoir les choses un peu plus claires, sûrement reprendre le courant des choses les principales. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le mot à la mode, c'est la résilience. Et c'est vrai que je pense qu'il est d'autant plus important de le questionner, peut-être en trouvant d'autres mots également, dans cette logique de territoire tout le temps. Et quand j'entends résilience, je pense à Uto, je ne sais pas pourquoi. Et je ne sais pas si tu m'entends, Uto, mais j'aimerais bien que tu interviennes un petit peu pour aller faire un petit tour de l'autre côté de l'Occitanie. Donc, on était pas mal en ex-Midi-Pyrénées depuis le début. Donc, pour aller faire un petit tour dans le Gard, pour que tu nous racontes un petit peu Terre de Convergence. Et pareil, si tu peux nous donner un petit peu ta vision de comment un tiers-lieu, ça peut transformer un territoire, ou en tout cas une initiative comme la vôtre. Et j'aimerais aussi peut-être qu'on discute un petit peu, peut-être dans un deuxième temps, mais des convergences en Occitanie. Et est-ce si on ne pourrait pas faire des propositions aussi entre nous pour les structures de l'Occitanie et aussi au Forum social mondial. Donc, à toi, Uto, on t'écoute.
Ok, j'ai pas mis bonjour à tous. J'ai pas mis la caméra parce que je me connecte, la connexion est pas très bonne. Alors, ce que j'ai entendu, c'est la résilience des territoires. Alors, moi, quand j'entends un peu là tout ce qu'il vient de dire, ce qui me- Ah, on t'entend pas très bien, Uto. Uto, est-ce que tu peux essayer de bouger un petit peu, peut-être, si ça peut capter mieux? Ok. Bérénice, mets ton micro, j'entends pas. Oui, Bruno, éventuellement. Ouais, du coup, je bouge d'endroit. Ok, vas-y. Alors là, je suis dans une autre pièce. Est-ce que c'est mieux? Ouais, là, c'est bon. Ah. Alors, oui, voilà, quand j'entends tout ça, ça motive et tout. C'est comme ça que je parle aux personnes que je rencontre, hein, leur dire qu'il y a des choses qui se passent, il y a des interconnexions, il y a de l'interopérabilité qui se met en place, il y a ce retour des biens communs. Et en même temps, quand je suis entre nous, entre ces acteurs, c'est une autre vision qui m'apparaît où moi, je dirais plus qu'on est en train de montrer qu'on n'est pas à la hauteur. On s'est fait gruger tous les droits du travail. Il continue à mettre en place des lois qui montrent que ces stratégies de confinement, en tout cas de restriction des libertés, va se poursuivre. Nous, après, voilà, on a cette vision aussi de la France et on sent aussi les choses. Mais moi, j'étais confiné au Maroc, donc c'était un peu plus dur. Pendant ce confinement, de pouvoir créer cette petite résistance créative locale, j'aurais beaucoup aimé. Mais bon, le hasard qui n'en est pas un nous a fait être au Maroc. Et là-bas, c'est plus une dictature qui renforce concrètement sa place. Et il a coupé toutes les fêtes du Ramadan. Tu vois une jeunesse qui est à cran. Même quand on est parti, voilà, il y avait une partie de la population qui commençait à rendre sa carte d'identité en disant on n'est plus marocain. Et parce que voilà, la violence, et ça, je crois, mondialement. Et moi, ce qui me fait un peu peur, c'est avec les peuples indigènes aussi, qui se font vraiment massacrer, laminés. On a eu quelques témoignages non officiels, quoi, par nos réseaux. Et voilà, je me dis, est-ce qu'on n'est pas à la bourre, quoi, vraiment, sur notre stratégie collaborative, le bien commun, est-ce qu'on le vit bien? Et la résilience, oui, parce que c'est là où il faut aller, certainement. Mais si on n'assume pas aussi le fait qu'on a validé collectivement de rentrer en transition, déjà une transition donc qui va vers la résilience, ok, mais cette transition, est-ce qu'on la vit vraiment tous bien? Est-ce qu'on ne se fait pas avoir par nos modèles économiques, notre séparation, le fait qu'il faut que chacun s'en sorte un petit peu et que ça nous prend du coup du temps sur vraiment le fait d'être hyper pertinent pour avoir de l'efficience en fait. Et c'est pour ça que nous, sur un territoire, donc on pourrait se satisfaire de notre tiers-lieu, de notre écolieu. Heureusement, avant d'avoir tout ça, et on s'est dit que ça allait jamais être cette matière ou ces lieux physiques ou ces actions qui allaient limiter le fait que notre objectif, c'est clairement que la transition amène à la résilience et que ça s'impose sur le territoire, qu'on le voit, qu'on puisse le voir de notre vie, qu'on se lève sur un territoire de plus en plus réapproprié. Et d'où le fait que si tu es responsable de ça, de cette vision, tu dois en être acteur et donc Terre de Convergence qui est une action d'animation de la transition du territoire qui nous prend beaucoup d'énergie. Ça fait 10 ans qu'on fait ça. On n'arrive pas à faire une édition chaque année parce que tout est bénévole et c'est de la grosse logistique. Parce qu'on essaye de faire les choses bien. Que cette fête en France, que si on fait la fête, ça ne soit pas de l'oubli de notre condition, mais vraiment une fête transformative.
et, et de savoir concrètement que on n'arrivera à rien si on ne se met pas en convergence avec les acteurs du territoire pour mettre la pression sur les politiques, pour valider nos solutions par l'expertise scientifique, pour repérer nos manques, nos failles, pour les combler, les renforcer par notre complémentarité et la connaissance du réseau. Moi, autant être dans les réseaux, mais autant sur les tiers-lieux, je n'ai pas vu une grosse stimulation unitaire nationale qui posait une voie commune sur le fait d'inventer d'autres lieux que ce que le capitalisme et la propriété privée nous a conditionnés, quoi. Et puis dans ces lieux, j'entends très peu parler de nature, j'entends beaucoup parler de numérique. Et le numérique, ils sont en train de... Il n'y a aucun positionnement sur la 5G, ils sont en train de nous imposer des vagues de satellites. Enfin, je trouve qu'on se laisse un peu ramollir et qu'on n'est pas très pertinent dans notre stratégie collective de protection, de défense, de sensibilisation des citoyens, de vraiment accélérer les choses. Je vois sur les monnaies locales, on a boosté l'AIGA sur le territoire, et en fait, on se sent un peu seul, je pense. On essaie avec les convergences d'agir avec le croco, la graine, et essayer d'aller une interopérabilité, il faut réfléchir ensemble, mais finalement, si on n'anime pas ça, ça ne se fait pas. Il y a des frontières, même sur un même territoire, et c'est ça qui te dit que là, on est vraiment à la traîne, quoi, parce que déjà, on sait que la transition et la réflexion de la résilience, si elle n'est que dans les villes, sans avoir la réflexion sur la ceinture verte, et ça commence déjà à avoir, à Montpellier, il y a une action qui veut rapproprier la ceinture verte, mais bon, c'est que l'anneau autour de la ville, après il y a la campagne, et là on est vraiment dans ce truc-là où le plan marche, quoi. Tout le monde à la ville, les anciens, les services vont à la ville, les jeunes, ils vont à la ville. Et ok, les gens qui viennent à la campagne, c'est plus des gens qui veulent de la transition. Mais la ville qui conditionne la campagne, c'est très dur en fait que la campagne ait une réflexion sur la transition de son territoire avec la vision rurale et urbaine, et pareil pour la ville. Et ça veut dire que clairement, nous, on joue le jeu aussi de la division. Ils ont voulu nous diviser l'espace comme ça, et finalement, on va le réfléchir comme ça. Donc, on va réfléchir à l'autonomie alimentaire dans les villes, des choses comme ça, et on ne remet pas forcément en question la ville, et qui est quelque chose, pendant un Covid, il y a eu quand même deux catégories de personnes, hein. Il y a eu ceux qui vivaient à la ville et ceux qui vivaient à la campagne, quoi. C'est complètement différent sur la vision de science-fiction et la peur que ça engendre, qui pour moi aussi une des volontés d'un État qui veut réduire les libertés, c'est nous faire peur collectivement, quoi, et que ça rentre. Donc je trouve qu'on est aussi très réactif vis-à-vis de ça. On n'est pas trop dans l'analyse d'un plan qui est pas un complot, qui n'est pas une manipulation, mais qui est clairement une organisation sociétale qui se confirme, quoi. Donc voilà, plus ce matin, je me suis peut-être levé du pied gauche. Mais en gros, parce qu'aussi, j'ai regardé pas mal de trucs hier soir, hein, encore, à chaque fois que tu creuses un peu, tu dis, on en est vraiment, vraiment loin. Mais bon, c'est ça qui fait que moi, je suis rentré en Occident et tout, parce que il faut qu'on joue cette dernière carte, quoi, de par nos vies, là, d'essayer d'être pertinent et de montrer des choses, parce qu'après, une génération plus tard, pour moi, c'est un peu foutu. Il y aura beaucoup d'abrutis et on aura perdu les peuples indigènes. Donc, on aura peu de repères pour avoir des vrais rapports avec la nature. Et on va inventer une société factice écologique, mais qui sera avec une nature qui sera reconstituée par les OGM et la génétique, quoi. Donc, ça sera un peu bizarre quand même. Voilà. Merci Uto, ton intervention. Pas très optimiste aujourd'hui, j'ai l'impression. Oui, je vais peut-être intervenir, Cédric. Moi, je remercie Uto de nous secouer. Je trouve que c'est bien, ça fait du bien.
c'est vrai que voilà, on monte, enfin là, c'est sûr qu'on a autour de notre webinaire des organisations, des structures, et dans tous les territoires, il y a ça, c'est-à-dire qu'on a vraiment des expériences formidables par territoire, je dirais, avec des démarches interopérantes aussi, avec des essais, mais on n'avance pas vite, comme l'a écrit Andrea, ça avance vraiment pas vite. Je pense que ce que tu as soulevé est intéressant, c'est le fait d'oser en tant que structure d'économie sociale et solidaire, de la transition, peu importe le mot qu'on met dessus, et oser être un peu politique dans le sens que notre finalité est politique. C'est-à-dire qu'on veut bien transformer quelque chose de la société, et on ne le dit pas assez. Et pour moi, c'est un peu le sens du Forum social des économies transformatives. Ce n'est pas simplement de parler, c'est aussi de faire politique ensemble, et bien évidemment de s'accorder peut-être ensemble ce droit de la société civile et des structures d'économie solidaire, des mouvements sociaux aussi, à dire ben voilà vers quoi nous on veut aller. Et voilà, c'est juste ça que je voulais dire. Je voulais vraiment te remercier de nous bouger un petit peu. Et je repasse la parole à Cédric. Et juste quand même, si Terre de Convergence se refait en 2021, j'imagine, on verra bien. Mais en tout cas, le territoire sur lequel tu opères, enfin vous opérez, il est vraiment très intéressant, et je pense qu'il y a des connexions à faire avec l'Ariège, voilà. Avec, Olá, Rogério, tudo bem? Olha, recebeste o telefone do Leonardo? Alors, Anna Margarita, si vous pouviez Quelqu'un parle laisser portugais? votre... Não, eu já tinha mandado 2 vezes. Pardon? Sim, já tinha mandado 2 vezes. Sim. On ne parle pas Já portugais. foi há mais de 1 hora. Pois, se calhar, não sei, se calhar estás num sítio onde não tenhas recepção. Pode ser isso. Olha, e disseste que querias falar comigo sobre outros assuntos, quais eram? Anna? Bruno, peut-être? Est-ce que tu peux enlever le son? Peut-être, je pense qu'elle n'est pas au courant. Voilà. Du coup, merci Uto pour ta contribution. Je voudrais maintenant faire un petit focus sur un projet qu'on a en ce moment avec le MES Occitanie, avec les chemins de la transition, avec le laboratoire Géode, qui est en fait réfléchir à partir d'un collectif de citoyens en transition, comment on peut et des chercheurs, comment on peut essayer de faire un basculement pour développer des écosystèmes territoriaux. Donc j'aimerais bien, Mathieu, peut-être que tu présentes un peu le projet Les chemins de la transition, toujours dans une perspective aussi de convergence Occitanie. Et après, Léa, si tu peux apporter un regard du coup de géographe dans les écosystèmes et les territoires. Donc peut-être Mathieu en premier, s'il te plaît. Ok, merci Cédric. Ouais, je peut-être avant de présenter les chemins de la transition et effectivement le projet Transilence sur lequel on travaille en commun, réagir un petit peu sur les interventions précédentes et notamment sur la question du maillage. En fait, je pense qu'aujourd'hui c'est quelque chose Uto l'a soulevé, voilà, il y a plusieurs personnes qui m'ont parlé, et je pense que quand Bérénice tu dis il faut avoir aussi conscience qu'on est dans une dimension politique, pour acquérir de la force et une capacité de plaidoyer, il faut qu'on soit soudés les uns les autres. Donc effectivement, ce que Tito soulignait tout à l'heure sur les questions notamment de mutualisation, d'interopérabilité, d'arriver à faire des choses ensemble, ça semble primordial de pouvoir partager des expériences, des compétences, et un certain nombre de choses comme ça. Et du coup, c'est un peu nous un peu la base du projet des chemins de la transition. Alors, il faut savoir que le projet des chemins de la transition émane d'une association qui s'appelle l'Assemblée virtuelle, qui travaille sur des outils technologiques au service du monde de la transition.
et notamment qui développe un logiciel qui s'appelle SemApps pour application sémantique et qui vise justement à permettre l'interopérabilité des données et aux organisations de communiquer les unes à travers avec les autres. Voilà, donc pour mutualiser des travaux, des compétences, des réflexions, etc., et qu'on ne soit pas tous chacun en train de refaire les mêmes choses, chacun dans son coin. Voilà, ça c'est quelque chose qui nous paraît hyper important. Voilà. Du coup, nous on travaille au développement de ce logiciel dont une première version devait sortir en fin d'année. Voilà, on travaille en collaboration avec un certain nombre d'acteurs, dont Transiscope, dont les Colibris, dont le MES avec Bruno et Bérénice ici présents. Et c'est un peu voilà, utiliser ces moyens technologiques justement pour sortir de ces logiques de silos qu'on retrouve un peu partout dans la société et sur Internet aujourd'hui, et revenir à voilà, plus de coopération entre acteurs. Voilà. Bon. Pour les chemins de la transition, en fait, nous, on part du constat qu'il y a aussi aujourd'hui tout un tas de gens qui ont besoin de retrouver du sens un peu dans leur vie et qui ne savent pas nécessairement comment s'y prendre. On est dans un système de communication où on a du mal à voir les initiatives qui se développent sur les territoires. On a toujours été enfermé dans, enfin, en tout cas pas toujours peut-être, mais dans surtout un boulot, reste bien au chaud dans ton boulot et tu es ce que tu sais faire et non pas ce que tu peux devenir. Et aujourd'hui, il y a quand même pas mal de gens qui commencent à voir les limites de ce qu'ils font, qui ont complètement perdu tout sens dans leur travail et qui cherchent à se reconvertir. Donc la question c'est comment est-ce qu'on peut appuyer ces gens-là pour leur permettre de sauter le pas vers une activité qui donne du sens. Et donc c'est dans ce sens-là qu'on a décidé de monter les chemins de la transition. À l'origine, ça vient des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et puis on s'est dit donc les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, on va de lieu en lieu en lieu. On s'est dit, tiens, on va hacker l'imaginaire des chemins de Compostelle, et puis on va faire des chemins que les citoyens vont pouvoir arpenter à la découverte de lieux de transition, voilà, pour découvrir un peu quelles sont voilà, ces activités, ces métiers qui existent dans les domaines de la transition. Et puis du coup, voilà, il y a ce côté découverte, mais aussi ensuite il faut leur permettre de pouvoir aller plus loin. Et donc on imagine, en partenariat avec un certain nombre de lieux, d'initiatives qui ont des velléités de partager leur savoir. Et on sait que dans ces champs d'économie solidaire, dans les gens qui travaillent sur des logiques de commun, il y a des volontés de transmettre. Et donc on s'est dit qu'on pourrait permettre à des gens d'aller en immersion un peu façon compagnonnage sur un certain nombre d'initiatives et de créer des parcours thématiques pour que les gens puissent aller apprendre et se former. Alors, il y a déjà des choses qui existent et on n'a pas vocation à refaire des choses qui existent, mais au contraire de permettre justement de créer du liant, de faciliter, voilà, cette visibilisation en fait de la transition. Il y a, je crois que Andrea, tu parlais de Viabrachi, oui, on les connaît. Il y a les oiseaux de passage, voilà. Après, à côté, il y a Réseau Repas aussi qui fait un certain nombre de choses. Enfin voilà, il y a déjà tout un certain nombre d'acteurs qui agissent. Nous, on souhaite utiliser cet outil d'interopérabilité pour aussi faciliter ces questions de convergence inter-acteurs et ce travail
travail collectif. Voilà. Donc ça, c'est un peu pour les chemins de la transition. Et maintenant, pour le projet Transilience, et je pense que je laisserai passer Léa, ça confirme, encore une fois, la question effectivement, de tous ces acteurs qui font des choses dans leur coin et qui pourraient être bénéficier en fait de plateformes communes, de mise en réseau pour aller plus vite, pour éviter de refaire des conneries que certains ont déjà fait, pour avancer, pour échanger, pour partager, pour mettre en commun, créer du commun et en faire bénéficier les autres. Et ça nous semble, on a vu, notamment quand on est parti dans le plus grand, là, il y a quelques semaines, vraiment cette volonté et un peu cette impasse dans le faire ensemble. Voilà, parce que il faut pas oublier aussi que dans beaucoup d'initiatives en transition, on est avec des gens qui ont un emploi de temps qui est complètement dingue et voilà, et qui ont peu de temps disponible aussi pour travailler sur des choses communes. Je vais laisser peut-être la parole à Cédric ou à Léa qui viendra peut-être plus compléter sur cette partie Transilience. Merci Mathieu. Alors, est-ce que Léa, tu es là? Et alors après, j'aimerais entendre, alors il y a Bruno qui va intervenir ensuite et j'ai vu Malik qui a écrit dans la conversation. Si ensuite également tu veux nous présenter ce qui se passe au Sénégal, ça pourrait être très intéressant, s'il y a des dynamiques un peu territoire comme ça. Et voilà, et puis aussi je vois des visages aussi, Yves de Montpellier qui est là, si tu veux intervenir après, on verra ensuite. Mais voilà, Léa pour commencer, et puis on enchaînera après. Oui, bonjour, vous m'entendez? Est-ce que tu peux être un peu plus fort, s'il te plaît? Parler plus près, peut-être? Là, ça va? Oui. Non. Ouais. Ok, merci de l'invitation. Donc, je suis Léa Sébastien, je suis maître de conférence à l'Université Toulouse 2 en géographie. Je ne vais pas prendre la parole longtemps, je vais juste… donc, je travaille avec Mathieu Rouillet et Bérénice et un autre chercheur qui s'appelle Jérémy Cavé sur le projet Transilience. Et l'idée, en fait, avec l'autre chercheur, là, on fait tous les deux partie d'un réseau qui s'appelle ATCOPOL, un réseau d'écologie politique. On n'entend pas. Bérénice, enlève ton micro. Oh, pardon, j'ai fait la bêtise. Et Léa, tu peux te rapprocher un peu pour parler plus fort, s'il te plaît. Okay, je vais peut-être enlever la vidéo, parce que sinon, vous allez voir que mon nez, et je vais me coller vraiment à… Alors, attendez. C'est parfait, Léa. Voilà, je vais essayer de me rapprocher. Je ne sais pas où est le micro, mais je suis collée à l'ordinateur. Ça va? Ça va. Ok. Je ne sais plus ce que je disais. Oui, donc on fait partie du réseau qui s'appelle ATCOPOL, qui est un réseau d'ateliers d'écologie politique où on est une centaine, en gros, de chercheurs en toutes disciplines, sciences humaines et sociales, mais aussi sciences dures, environ 50-50 d'ailleurs, qui réfléchissons à essayer de faire de la science autrement, c'est-à-dire sortir de nos laboratoires, sortir de nos pratiques de recherche habituelles, de faire des publications en répondant à des ANR, des appels d'offres, publier dans des revues scientifiques qui ne seront lues que par quelques autres scientifiques, et tout ça prend un temps très très long. Et voilà, on a envie de… Alors, ce n'est pas un positionnement scientifique qui est forcément très partagé c'est intéressant de voir d'ailleurs la position des différents chercheurs, comment ils se positionnent par rapport à cette crise environnementale, par rapport à aux notions de transition, de résilience. Voilà, il y a pas mal de chercheurs qui n'osent pas tellement s'investir, qui trouvent qu'on sort de la neutralité scientifique, qui selon moi n'existe pas, mais bon, c'est un autre sujet. Donc voilà, on fait partie de ce réseau de chercheurs pour essayer de faire de la science autrement. Et donc, avec ce projet, la Transilience, voilà, on essaye de se mettre un peu au service de collectifs citoyens qui seraient peut-être…
en demande de certaines choses, essayer de vraiment partir. Donc, c'est ce qu'on a commencé à faire dans le territoire du Couserans, là en Ariège, et puis on va se mettre en association avec d'autres territoires pilotes comme ça pour accompagner, pour voir un petit peu si on pourrait servir à quelque chose ou à rien du tout. Peut-être que les collectifs citoyens, voilà, ils ont besoin de rien et ils n'attendent rien de la science et ils sont en autonomie totale et c'est super. Enfin, c'est essayer de voir un petit peu, voilà, est-ce que la science, au lieu de proposer elle-même ses problématiques de recherche, de répondre à ses hypothèses et d'avancer comme ça en un espace un peu clos, de décloisonner complètement les savoirs pour se mettre un petit peu au service de cette transition écologique sur les territoires. Et donc, c'est ce qu'on essaye de faire, c'est ce qu'on lance un petit peu ce projet-là avec donc Bérénice et Mathieu. Et en se posant quelques questions, notamment sur l'échelle. Alors, c'est intéressant, effectivement, en tant que tiers-lieu. Donc, moi, je n'ai pas exploré cette notion en géographie, mais en tant que géographe, je m'intéresse à la notion de lieu, évidemment. Pourquoi les grandes questions du géographe, c'est pourquoi ici et pas ailleurs. Donc, voilà, ça peut valoir pour pas mal de débats. Et donc, pourquoi justement certains territoires sont très, très dynamiques en matière de transition, d'initiative, pourquoi d'autres le sont beaucoup moins, essayer d'expliquer ça. Est-ce qu'on peut, une autre des questions qui m'intéresse, c'est sur les échelles. D'ailleurs, vous-même, vous parlez beaucoup du lieu, la force du lieu, les acteurs qui sont ici et maintenant, qui sont là, donc s'appuyer sur les acteurs locaux, mais en même temps aussi avoir une dimension un petit peu plus large au niveau du territoire. Ça revient beaucoup, cette interface entre le lieu très localisé, ce tiers-lieu, ce lieu, les acteurs qui sont là, les acteurs du proche, et le territoire un petit peu autour. Alors, je ne sais pas jusqu'où, pour vous, qu'est-ce que ça veut dire le territoire? Est-ce que c'est une échelle de communauté de communes? Est-ce que c'est un département? Est-ce que ça n'a rien à voir avec des limites administratives? Enfin, il y a cette interface entre le très local et la dimension territoriale, je trouve, qui revient beaucoup dans vos interventions. Et donc, ça pose la question un petit peu de l'échelle. Est-ce qu'il y aurait une échelle idéale pour investir ces thématiques de la résilience et de la transition? Et si oui, quelle serait-elle? Et finalement, oui, la question aussi qui relevait un petit peu de la dernière intervention, en quelle mesure un collectif citoyen, c'est-à-dire un tiers-lieu, peut-être un réseau avec d'autres, peut vraiment participer à catalyser la transition et la résilience sur son territoire? Est-ce que vraiment il y a une marge de manœuvre? Ça aussi, ça m'interroge. Ou on est vraiment sur des petites transitions à la marge, un petit peu plus d'AMAP? Est-ce qu'on est sur voilà, est-ce qu'il y a des domaines aussi qui sont privilégiés dans les relocalisations, etc. Ou pas? Est-ce que le citoyen est vraiment enchâssé dans un système où il peut vraiment agir à la marge, ou vraiment, je sais que par exemple au Pays Basque, ils ont l'air, je n'ai pas encore analysé en détail, mais ça a l'air d'être un territoire très pionnier où ils ont réussi à s'enchâsser aux institutions. Et c'était mon dernier point que j'avais envie aussi d'explorer, c'est-à-dire la place des institutions dans toutes ces dynamiques qui existent sur le territoire. Est-ce que les élus, est-ce que les institutions sont plutôt considérées comme des adversaires, enfin qui vous mettent plutôt des bâtons dans les roues, ou vous sentez que les institutions vous soutiennent de plus en plus pour des raisons diverses et variées? Enfin, voilà, c'est la place. Est-ce que la transition peut avoir lieu sans les institutions, ou enfin, voilà, c'est le dernier point que vous voyez. J'ai plus de questions que de réponses. Les chercheurs, c'est un petit peu se poser des questions. Très bien, merci Léa pour ton intervention. Ça me fait penser d'ailleurs sur ta remarque sur le Pays Basque. C'est qu'on remarque notamment qu'il y a des fortes dynamiques, je pense, dans les territoires où l'identité locale est très forte, notamment le Pays Basque, où ils vont parler basque beaucoup, ils vont s'approprier le territoire. Bretagne aussi, il y a une certaine identité.
Ça me pose la question sur l'Occitanie, qui a fait la fusion entre deux anciennes régions. Est-ce qu'il y a une identité qui se crée là? Je vois des Montpelliérains, je vois des gens de l'ex-Languedoc-Roussillon. Voilà. Est-ce qu'il y aura peut-être quelque chose à travailler sur une identité plus locale, enfin, pour dynamiser peut-être le territoire? Voilà. C'est quelque chose que je laisse comme ça. Et pour la question de l'échelle, voilà, on va entendre Bruno maintenant qui va porter son regard un peu plus national et voilà, pour donner un petit peu ton point de vue sur sur tout ça. Oui, moi j'avais un peu, en vous écoutant, envie de vous donner le point de vue du mouvement pour l'économie solidaire, qui est quand même un mouvement qui a plus qu'à 20 ans d'existence juridique, et un peu plus si on regarde son histoire avec la première période de l'IRES, disons, on est plutôt près des 25 ans d'histoire, et puis du fait de son encastrement du local à l'international, puisque construit à partir d'initiatives de territoire et impliqué dans le RIPES depuis sa création. Et du coup, je trouve ça intéressant de tout de suite remettre le Forum social mondial des économies transformatrices dans son contexte et rappeler que le RIPES s'est d'abord battu pour les rencontres Globalisons la solidarité, dont l'objet était de réunir les initiatives qui travaillaient sur la question de la solidarité partout dans le monde pour dire comment on peut échanger, mutualiser, coopérer ensemble pour construire un plaidoyer pour l'économie solidaire. Et puis, en parallèle de ce mouvement, il y a eu bien sûr le mouvement altermondialiste qui a construit des forums sociaux, dont je rappelle le slogan, alors c'est peut-être pas celui-là exactement, mais je vais le reprendre, c'est en gros agir local, penser global. Et c'est exactement ce qui est posé là, hein, construire local, agir global. Et j'ai envie de dire, pour répondre à l'intervenant juste précédent, on est bien dans l'idée de agir là où je vis, mais agir aussi là où je peux, quoi, en connexion avec les autres. Et donc, on est bien dans cette difficulté d'associer le faire ensemble au niveau local, au niveau de là où on vit, là où on peut agir, mais dans une ouverture au monde. Sur ces questions de comment on fait système aujourd'hui, moi j'ai envie de dire que, pour revenir un peu sur la présentation du taux, j'ai envie d'être un peu plus optimiste en disant en 20 ans, il y a eu une multiplication des initiatives solidaires en France, mais pas que, dans le monde, de manière assez incroyable. Et en France particulièrement, quand moi j'ai commencé il y a 20 ans dans l'économie solidaire, il n'y avait pas autant d'initiatives qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on en croise sur tous les territoires de partout. La question qui se pose, c'est comment ces initiatives, elles font système, elles se mettent ensemble, elles coopèrent. Et là-dessus, je dirais que ce qu'on croise et ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a plusieurs dimensions qu'on retrouve systématiquement qui posent question. La première, c'est la question du plaidoyer, c'est-à-dire que c'est bien de développer des initiatives qui répondent à des besoins concrets au niveau du territoire, mais du coup, en quoi ces initiatives, elles arrivent à agir et à faire entendre leurs différences, leurs plus-values sociales, environnementales, dans un contexte où elles sont très petites, très isolées. Et du coup, il y a un enjeu à se structurer et à la fois sur des approches territoriales, autour d'activités qui peuvent être dans des domaines très différents, mais aussi sur structurer des filières d'activités. On l'a bien vu autour de, par exemple, tout ce qui était la production agricole. Il y a eu un travail énorme de structuration de filières bio, agricoles, mais aussi qui s'inscrivent dans des transformations de plus en plus grandes et qui ne font pas que fournir aux paysans les AMAP et puis les épiceries solidaires et puis les plateformes d'achat, les plateformes d'approvisionnement pour les collectivités locales, etc. Donc il y a cette obligation de se structurer à l'échelle de territoire et sur ces enjeux-là d'avoir un plaidoyer qui ne défende pas que notre initiative, mais qui défende collectivement l'idée qu'on a de ce qu'on est en train de faire, donc plutôt l'utopie qu'on porte, l'envie de transformation qu'on porte. La deuxième, c'est une logique très importante, c'est la coopération. Et on s'aperçoit qu'on retrouve au niveau des initiatives la même logique qu'on a au niveau individuel des citoyens, c'est qu'on passe notre temps à être en concurrence. Alors, on voudrait bien faire autrement, mais le monde nous remet constamment en concurrence. Et ça, il est important qu'on arrive à dépasser ces logiques de concurrence pour rentrer dans des logiques de coopération. L'autre chose, c'est la mutualisation. On en parle beaucoup, mais on agit très peu, on ne mutualise pas assez.
Alors, une manière d'agir plus fort et de renforcer nos moyens, c'est de les mettre en commun. Et là-dessus, il y a beaucoup d'enjeux autour de la mutualisation. L'autre manière, c'est ce qu'a évoqué beaucoup Andrea à travers les monnaies locales, mais on peut le traduire dans d'autres choses que les monnaies, c'est toute la question des échanges, comment on échange autrement. Et dans cette notion d'échanger autrement, il y a tout ce qui aujourd'hui apparaît comme nécessaire autour des écosystèmes de développement économique, c'est-à-dire comment, plutôt que de fédérer des citoyens autour d'une initiative, puis d'une autre, et de se retrouver en tant que citoyens de nouveau partagés entre beaucoup d'initiatives qui demandent beaucoup de temps, dans lesquelles il faut tous s'investir, comment on arrive à faire que ces initiatives, elles rentrent en cohérence, elles fonctionnent ensemble, elles se nourrissent de richesses, des richesses acquises dans la communauté. Et là-dessus, il y a à travers tout le développement des monnaies locales, mais aussi à travers le développement des initiatives, des choses très intéressantes à faire, notamment en lien avec les collectivités locales. Je regarde des initiatives qui se développent sur pas mal de territoires qui veulent aujourd'hui se dire des territoires en transition, où on voit bien qu'il peut y avoir vraiment la construction aujourd'hui d'écosystèmes alternatifs qui sont pratiquement gérés pratiquement en dehors de l'euro, où les monnaies locales peuvent servir vraiment à la fois de système d'échange entre citoyens, entre entreprises, mais aussi de système de redistribution pour permettre à des gens qui n'auraient pas accès à de l'alimentation bio ou à des services qui seraient trop chers de pouvoir en bénéficier grâce à un système de redistribution. Alors ça émerge aujourd'hui, mais ça émerge un peu partout dans le monde. Donc on peut parler des mercados solidaires en Espagne, on peut parler des démarches qui sont en train de se construire en France autour des villes en transition, des territoires en transition. En tout cas, voilà, il y a tout un champ autour de ça. Je voudrais dire aussi le rapport à l'institution. Moi, je crois qu'aujourd'hui, si on veut avancer, on ne peut pas penser qu'on va faire l'an 01 à côté du monde. Nous, en tout cas, au Mouvement pour l'économie solidaire, on a toujours pensé que ce qu'on défendait, c'était une vision du monde portée autour de valeurs d'intérêt général, de projets collectifs, et que ça nécessitait d'être reconnu par les politiques publiques, ne serait-ce qu'au titre de la finalité sociale et de l'intérêt général qu'on porte, qui vont bien au-delà du simple service rendu à ceux qui adhèrent au système, et que de ce point de vue-là, on a le droit à complètement rentrer dans les logiques de la redistribution, et par exemple en France, de se battre pour sauvegarder quelque chose qui est cher, qui s'appelle la subvention, et de ne pas tomber simplement dans des logiques d'appel d'offres, etc. Le dernier point sur lequel je voulais intervenir, c'est plutôt la question du numérique. J'ai envie de dire que sur la question du numérique, on est confronté au fait qu'effectivement, il y a beaucoup d'outils aujourd'hui qui nous permettent, comme aujourd'hui, de nous réunir par visioconférence, d'avoir des outils qui nous permettent de coopérer, etc. Il n'empêche que quand on regarde, par exemple, le Forum social mondial des économies transformatives, le recours à des outils propriétaires est énorme. Et donc, il y a toute la logique de confrontation aux GAFAM. On est tous sur des réseaux sociaux. Là, on est en train de publier sur Facebook. Alors que nous devrions déjà penser, nous, à notre échelle, même plus petite des territoires, à construire nos propres réseaux alternatifs de réseaux sociaux, d'outils libres, etc. C'est un des volets importants qui est porté aujourd'hui dans le Forum social des économies transformatrices. J'ai envie de dire là-dessus, quel chemin encore à mener et comment on est encore empêtré dans des outils avec des gens qui se servent de ça pour capter nos données, capter ce qu'on fait et nous empêcher de le développer. Donc, il y a vraiment un gros travail là-dessus. Et je finirai en disant que autour des enjeux que nous avons là, il y a vraiment, autour de cette question de faire système, il y a deux choses qui me paraissent essentielles dans la manière d'animer un collectif, que ce soit au territoire. C'est de dire comment on relie effectivement notre ancrage au local et comment on fait système localement, mais comment on ne perd pas l'idée que ce qu'on est en train de faire localement, ça doit être relié aux autres. Et donc, comment on s'ouvre plutôt à des logiques de construction en rhizome, en systémique, etc., holistique, et toute cette approche-là qui est quand même assez innovante et qu'on a encore beaucoup à expérimenter, à innover, mais en tout cas, c'est une voie essentielle. Et l'autre voie essentielle qui me paraît essentielle, c'est la question des communs. Comment, à partir de ce que nous faisons ensemble, nous construisons des communs. Voilà un petit peu ce que je voulais, mon intervention. Voilà, Merci Bruno pour
ta perspective et pour continuer dans le pensée globale, on sort un petit peu de l'Occitanie, j'aimerais bien entendre Malik, si tu nous entends. Si tu veux faire une petite intervention et raconter un petit peu la logique territoriale à Dakar, pour nous faire voyager un petit peu, et on reviendra en Occitanie après. Merci Cédric. Merci et bonjour à tout le monde. Et je suis très ravi et très content de rejoindre ce groupe de réflexion, je pense, sur les convergences. C'est important. Et de partager aussi, pas de faire voyager, mais un voyage virtuel, de partager l'expérience un peu de ce que nous sommes en train de faire à des milliers de kilomètres, mais qui ne change pas la problématique essentielle, c'est comment transformer nos territoires. Je pense que c'est important par rapport à ça. Moi, je suis à la tête d'un réseau qu'on appelle le réseau des acteurs et des collectivités territoriales pour l'économie sociale et solidaire. Donc, qui regroupe, et je suis très bien à l'aise de faire mon intervention après celui de Bruno, avec le RIPES. Donc, ce réseau regroupe de 80 collectivités territoriales au Sénégal, avec 150 acteurs de l'économie sociale et solidaire, parce que, comme disait un peu Bruno, c'est important qu'il y a énormément d'initiatives qui se font dans nos pays. Je pense en Afrique, on a un terreau fertile, un terreau pour l'économie sociale et solidaire, parce que 80% de nos activités du tissu économique dans nos pays sont essentiellement tournés dans ce secteur-là, qu'on appelle l'économie informelle, l'économie associative, l'économie informelle. Donc, franchement, c'est un véritable vivier. Et depuis longtemps, on s'est dit, comme disait Bruno, il faut s'organiser, il faut organiser les secteurs pour impacter. Parce que chacun est dans son coin, comme disait. Donc, on agit localement, mais on ne pense pas globalement. Je pense que c'était important que dans ce réseau-là, depuis des années, de se battre, mais aussi, comme disait un peu tantôt, comment impliquer les collectivités locales dans la réflexion et dans l'action. Il ne faut pas faire des actions parallèles et des actions et une réflexion frontale. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit ensemble, entre acteurs et collectivités, pour réfléchir ensemble et agir ensemble pour transformer. Je pense que c'est important dans nos situations. Et que le Covid, ou bien la Covid, je pense, a beaucoup changé de paradigme au niveau de nos villes. Parce que la stratégie de confinement ou de déconfinement, toutes ces questions-là, nous, on les vit autrement. Parce que si c'était des approches très systémiques ou très fermes au niveau de vos pays, nous, c'était pas possible parce que la stratégie de confinement ne pouvait pas s'appliquer telle qu'elle a été faite en France, en Europe ou donc au Sénégal ou dans nos pays. C'était pas possible parce que l'ensemble des activités, les gens vivent le jour au jour. Les dépenses quotidiennes, on les règle, c'est au quotidien. On n'a pas une prévision de 2 mois, de 3 mois. Ça veut dire que les gens sortent pour aller vivre. Et cette question-là, quand les gens, un peu nos gouvernants, ont voulu répondre donc au mimétisme autour de ça, ça n'a pas marché. Et à la limite, ça a même créé des émeutes ici au Sénégal. À un certain moment, on était obligé de lâcher prise parce que les gens étaient obligés de vivre. Et que ceci nous a amené un peu rapidement avec la ville de Dakar, parce que le réseau aussi est présidé par Madame le maire de la ville de Dakar. Et moi, j'assure la coordination nationale en tant qu'acteur. Donc, c'est une co-gestion. Et on a beaucoup réfléchi au niveau de la ville, parce que c'est la ville de Dakar, est très affectée. Rien que la ville de Dakar, c'est pratiquement 74 ou 76% des cas contaminés. Allô? C'est bon. Allô? C'est bon, Malik, continue, c'est bon. D'accord. Donc, je disais que rien que la ville de Dakar,
avait pratiquement 76% des cas contaminés à l'échelle nationale. Aujourd'hui, on est à pratiquement 6 000 contaminés. Dakar, pratiquement, c'est plus de 5 000 cas contaminés. Donc, ça a été un problème et qui prend aussi plus de 30%, 0,3% du territoire national, mais qui regroupe plus de 30% de la population et concentre plus de 80% de l'économie. Donc, voilà un peu ces questions. C'est pour cette raison qu'on s'est dit avec la ville de Dakar, il faut réfléchir d'abord sur le cadre. Mais d'abord, on s'est rendu compte avec l'État du Sénégal que nos collectivités territoriales ne pouvaient pas répondre à la question, à la riposte de la COVID, parce qu'elles ne sont pas préparées et le cadre juridique ne leur permet pas d'agir. Et ça, c'était important, parce qu'il n'y avait pas un cadre même juridique qui leur permettait d'agir pour répondre à la transformation et à la riposte de la COVID. Et ce qui nous a amené un peu, même à l'État du Sénégal, d'avoir une ordonnance spécifique pour permettre aux collectivités territoriales d'assouplir leur fonctionnement pour répondre aux questions de prise en charge des activités. Et ce cadre-là, ça a permis un peu de dire, quand on a fermé les marchés, on ne peut pas éternellement fermer les marchés parce que les activités, c'est une marché et ça tourne essentiellement aux acteurs de l'économie sociale solidaire qui sont dans les marchés. Maintenant, il fallait réinventer l'organisation des marchés. On s'est dit qu'on ne peut plus continuer à fonctionner comme si comme nos marchés, nos grands marchés de Dakar fonctionnaient. Il y a une véritable réflexion avec l'ensemble des collectivités, avec les acteurs, les organisations de commerçants, les délégués de marché, pour réfléchir sur un nouveau mode de fonctionnement qui devrait permettre un peu de réinventer le fonctionnement et d'assouplir un peu cette question-là. Je pense que cette question-là était importante de travailler sur la réorganisation de nos marchés. L'autre aspect, c'est comment aussi, comme disait vous, relancer les activités des entreprises sociales. Et là, on a dit, avec toutes les collectivités locales, on a mis un cadre sur les masques, par exemple. Sur les masques, c'était une réponse sociale et c'est une réponse solidaire. On a mis en place avec les 19 communes de Dakar des stratégies qui devraient permettre à chaque collectivité locale d'identifier toutes les entreprises, parce que si vous connaissez bien Dakar, on trouve des ateliers artisanaux partout. Donc, on trouve des ateliers de couture dans chaque coin de rue. C'était de voir comment arriver à mobiliser tous ces acteurs-là qui sont au niveau des ateliers artisanaux pour qu'il y ait une réponse communautaire, solidaire. On ne vous entend plus, Malik. Allô? Allô, vous m'entendez? Oui, oui. Bah, moi, on l'entend, ouais. Non, Bérénice, c'est bon. Parce que j'ai un retour, il y a quelqu'un qui dit qu'il ne m'entend plus. Non, Bérénice, c'est bon, on l'entend. C'est bon. Donc, oui, on t'entend. Voilà. Donc, c'était important de voir avec les 19 communes, de s'asseoir avec toutes les maires des 19 communes pour voir comment devait s'organiser la riposte par rapport aux masques et mobiliser les entreprises sociales pour leur permettre aussi de relancer leur activité. Et cette relance de l'activité passait aussi par des commandes publiques que jamais l'ordonnancement juridique ne pouvait pas prendre en charge. Mais avec l'ordonnance qu'on avait prise, ça a permis un peu aux collectivités locales de relancer progressivement les entreprises sociales par la production de masse, par la production, surtout par rapport aux femmes qui travaillaient beaucoup sur les entreprises de savonnerie, d'hygiène artisanale, pour permettre un peu aussi de faire des réponses et de produire suffisamment de savon artisanal, donc hydraulique, etc., hydroalcoolique, pour permettre aussi de faire cette réponse au niveau de Dakar. Et ce qui a permis un peu de doter au marché des points de lavage, des points de lutte qui devaient permettre un peu de régler et de permettre progressivement l'ouverture des marchés et l'organisation de ces marchés-là. Donc, ça a permis un peu de relancer progressivement
des entreprises sociales, hein, solidaires, pour une réponse communautaire. Je pense que ça c'était important par rapport à ça, surtout l'accès aux commandes publiques. L'autre aspect, c'est le confinement, quelque temps, a permis un peu aussi, parce qu'il y a énormément d'unités de production. Vous connaissez Dakar, oui, il y a unités de transformation, les femmes qui travaillent beaucoup dans des unités de transformation des produits locaux. Et leurs activités étant en arrêt, c'était de voir avec les collectivités territoriales comment faire ce qu'on appelle, nous, des pré-achats. C'est-à-dire que ces femmes ne pouvaient plus réouvrir ni vendre, parce que le couvre-feu à un certain moment, c'était à 20h, et que tout 20h, 19h, et que c'était cette période-là qui permettait d'écouler les produits. Surtout le soir, les gens se mangeaient un peu tout ce qui est produit local. Et que c'était de voir maintenant avec les 19 communes, comment, par les commandes préachetées, ce qu'on appelle le préachat de ces productions-là, pour permettre un peu de les distribuer maintenant avec des circuits courts par rapport aux personnes vulnérables, par rapport à la distribution de denrées alimentaires. Donc, intégrer les entreprises sociales en termes de production pour leur permettre un peu d'écouler leurs produits, de relancer, mais aussi d'amortir le choc donc, de tout ce qui est confinement. Je pense que ça a été très important par rapport aux entreprises, surtout des femmes, des jeunes, et mobiliser des jeunes pour avoir des circuits très courts pour dans chaque quartier, ce qui est produisé puisse être ventilé au niveau des personnes et de confiner pour leur permettre d'acheter cela. Et l'un des derniers points aussi, c'est, j'avais noté ça, le déferlement des prêts. Et ce qui est intéressant, c'est-à-dire que comme au Dakar, on a mis en place ce qu'on appelle un fonds de développement municipal qui est exclusivement dédié au financement des activités de l'ES, et que ces activités, ce fonds-là, financé sur le fonds public, sur la collectivité territoriale, c'était de voir aussi avec les autres institutions de microfinance comment faire des mécanismes pour différer, pour renégocier les prêts, le remboursement des prêts qui ont été donc contractés par les entreprises sociales et solidaires. Parce qu'on s'était rendu compte que dans le plan de riposte au niveau national, ce qu'on appelle le plan de résilience économique et sociale, toute l'aide qui a été allouée sont beaucoup plus orientées vers les entreprises formelles. Donc, qui composent que 10%. Donc, il n'y a aucun appui qui a été orienté, soutenu par les entreprises sociales et solidaires. Et ce qui a permis un peu de dire, c'est de taper sur la table et de monter, faire un créneau, faire un point de presse pour dire, attirer l'attention avec la maire de Dakar, le président de la République, écoutez, il faut soutenir les secteurs. Parce que le transport, parce que si le transport est arrêté, mais ces acteurs-là n'ont plus de ressources. Ils ne sont pas organisés. Donc, et je pense à certain moment, il y a une correction qui a été faite pour soutenir des secteurs, secteur par secteur. On avait donné des secteurs du transport, des secteurs le secteur du transport, le secteur de l'agriculture, les secteurs de l'artisanat, etc. Donc, mais au début, c'était juste les 1000 milliards qui ont été mobilisés pour un plan de riposte et de relance. Il y avait le secteur de l'économie sociale qui était exempt. Maintenant, progressivement, comme disait Bruno, c'est grâce à l'organisation, le plaidoyer, le travail avec les collectivités qui a permis un peu de corriger progressivement cet aspect-là. Et maintenant, je pense que c'est important. Et j'en termine, il y a énormément de choses sur 2 points en termes de défis. Pour nous, le premier défi, c'est qu'il faut aller un peu au niveau bas. Parce que ce qu'on a constaté, il y a le cadre, et c'est un combat que nous menons, et qu'aujourd'hui, le Sénégal dispose d'un ministère dédié à l'économie sociale et solidaire, qui est une avancée importante, il y a 2 ans, 3 ans. Donc, il y a un ministère dédié à l'économie sociale et solidaire, avec qui nous travaillons pour mettre en place le cadre juridique avec une loi, avec une lettre de politique sectorielle qui doit définir le cadre d'intervention, le cadre juridique et opérationnel de l'économie sociale et solidaire qui devait permettre de transformer et de remettre un peu les collectivités au cœur du dispositif. Je
pense que ça, c'est important. C'est un combat que nous menons. La lettre a été validée. Il y a une validation technique. Nous nous battons, nous nous engageons pour qu'il y ait une validation politique au niveau de cela. L'autre aspect, c'est aussi de travailler avec tous les collectivités locales, toutes les collectivités locales, à élaborer pour chaque collectivité locale un plan de développement pour l'économie sociale et solidaire. On a commencé avec Dakar parce que c'est important que les collectivités puissent avoir un guideline, un guide, un cadre formel qui devrait permettre un peu d'agir et d'orienter les politiques au niveau local. Voilà un peu grosso modo en termes synthétiques parce que je n'ai pas préparé ça. Oui, non, mais merci. L'expérience que nous menons au niveau de Dakar. Merci de ton témoignage très riche et ça nous permet de se rappeler aussi qu'on est dans un forum mondial et que ça fait toujours plaisir aussi d'avoir des perspectives d'autres pays pour se rendre compte aussi que des fois les problématiques peuvent être les mêmes et qu'on partage les mêmes valeurs. Je vois que Bruno lève la main. Alors, c'était une question à Malik, juste une toute petite. Ouais, vas-y. Le RIPES a organisé une de ses rencontres continentales à Dakar en 2005, je crois, ou 2006. Est-ce que finalement, cette rencontre-là a été structurante pour vous, à accompagner la dynamique de structuration des acteurs sur le Sénégal? Bien sûr, c'est un peu différent. Moi, j'étais dans le comité depuis 2005-2006 qui a un peu accompagné avec RIPES dont on est membre. Maintenant, c'est-à-dire que on était un peu cloisé, c'est-à-dire que c'était entre acteurs. Je pense qu'à un certain moment, il y a 5 ans, on a dit, mais il faut dialoguer. Comme tu disais, il faut dialoguer avec les collectivités. Il faut qu'on puisse avoir un cadre multi-acteurs qui devrait permettre un peu, parce que nos pays sont très complexes, hein, donc nos réalités sont très complexes, c'est de dire maintenant, pour transformer nos politiques, pour transformer nos actions, il faut transformer les politiques. Et pour transformer les politiques, il faut qu'il y ait un dialogue sur ça. Et dans ce cadre-là, l'apport du RIPES, l'apport aujourd'hui de toutes ces dynamiques, que ce soit le Global Social Economic Forum, le GSF, hein, avec qui nous travaillons beaucoup pour repositionner et même peut-être pour organiser le prochain forum après Mexico, Dakar, hein, avec le RIPES, il y a d'autres, ce qu'on appelle Pact for Impact. Hein. Il y a énormément d'initiatives qui permettent un peu de nourrir notre réflexion et d'agir au niveau local. Je pense que l'Afrique, on a besoin de ces cadres-là pour transformer nos continents, pour transformer nos villes africaines. Et je pense que s'il y a une question transformatrice, une question sociale et solidaire, je pense que l'Afrique a un avantage comparatif qui devrait permettre un peu de s'inspirer de l'organisation que vous avez au niveau de vos villes, au niveau de vos pays. On doit beaucoup s'inspirer de l'organisation, on doit beaucoup s'inspirer de cette méthode, de cette avancée-là pour structurer davantage, organiser davantage nos économies en vue de transformer notre réalité. Super, merci beaucoup Malik pour ton intervention. Je vous propose là, alors il nous reste 10 minutes, parce qu'on va finir à 50, histoire de préparer l'après, la Convergence France qui va avoir lieu juste ensuite. J'aurais bien aimé une petite intervention de Yves, si tu veux bien, de côté de Montpellier. Et pour finir, peut-être un petit mot de chacun pour conclure un peu tout ça. Si jamais il y a des propositions aussi pour la Convergence Occitanie et aussi pour le forum, pour l'agenda du Forum mondial, n'hésitez pas à nous faire part de tous vos commentaires. Donc, à toi Yves. Merci, c'était super intéressant. Je trouvais ça vraiment très stimulant d'écouter tous ces points de vue. Je crois que la diversité, c'est ce qui nous rassemble, mais c'est aussi ce qui nous permet d'aller un peu plus loin. Parce qu'effectivement, chacun sur son territoire, on est bloqué par nos problématiques. Hein. Donc, vous, pour nous expliquer un peu ce que nous on fait, donc Elijah et Macadam, c'est une coopérative qui existe depuis bientôt 20 ans. On se définit comme une coopérative culturelle et créative, c'est-à-dire qu'on est clairement dans ce champ de l'économie créative et on est clairement dans ce champ de l'économie sociale et solidaire. Nous, notre première
impact, on va dire, ce qu'on recherche, c'est la question de redéfinir le rapport au travail et les rapports au sein de l'entreprise et l'outil entreprise comme étant un outil de transformation déjà de notre vie professionnelle, mais aussi de comment on travaille sur ces secteurs-là, qui sont des secteurs qui, effectivement, sinon, sont laissés à un capitalisme assez vorace en ce moment, mais aussi à des rapports, tu as bien fait, Bruno, d'en parler, de ces rapports de compétition, etc., qui sont aux antipodes, en tout cas, de ce que nous, on pense en termes de coopération. Et c'est important. Et c'est justement parce qu'on avait le souhait de créer un lieu où les coopérations soient possibles, un territoire du possible, c'est un peu galvaudé, mais c'est un peu notre utopie, c'est de se dire qu'en fait, là, le tropisme, le lieu qu'on a investi, c'était un endroit où on allait expérimenter. Et là, on se retrouve effectivement confronté à ce calendrier qui rend dingue, hein, il faut bien l'admettre. C'est que d'un côté, on a une urgence qui est terrible, une urgence sociale, une urgence climatique, une urgence environnementale, qui est énorme, et en même temps, c'est magique. J'avais juste besoin d'être là. Pardon, Bérénice, coupe ton micro. Oui, je suis revenue, c'est merveilleux. Welcome back, comme on dit. Donc, en fait, ce qui est important, c'est de se dire qu'effectivement, on est sur un lieu d'expérimentation, mais voilà, on est pris dans des calendriers. Le premier challenge qu'on a eu, c'est que nous, on est là dans une occupation précaire, comme beaucoup de tiers-lieux, dans un projet de restructuration, de rénovation urbaine. On est là pour 11 ans. Il a fallu d'abord qu'on trouve les fonds pour arriver à occuper l'espace, transformer l'espace. Transformer l'espace, non pas non plus à n'importe quel prix, avec des matériaux qui soient recyclables, avec une réflexion sur comment on peut faire avec nos limites économiques qui sont très fortes. On est des acteurs privés, hein, avec très peu de financement public. Comment on fait pour arriver à faire ça? Ça a été à chaque fois de la jungle et c'est pas fini. On va dire qu'on est sur comme des cordistes, hein, on est en train de faire les funambules là, un coup ça penche, un coup ça penche pas, on essaie de s'en sortir. Et on a donc ce côté très court et en même temps on sait qu'on est sur des temps longs. Et Bruno, encore une fois, je m'appuie sur tes propos, la transformation sociale, c'est un temps long. C'est-à-dire qu'en fait, il a fallu finalement que 50 ans pour massacrer la planète, mais on sait que pour reconstruire tout ça, ben, peut-être qu'il y en a pour 200 ans. Et ça, on doit se l'admettre. Parce qu'en fait, si on part du principe qu'il faut qu'on fasse tout dans 20 mois, c'est bon, c'est plié, quoi. On n'y arrivera jamais à tout remettre d'aplomb, ce qui a été tordu. En 20 mois, c'est un challenge qui est vraiment très dur, quoi. Donc voilà, on essaie d'avancer par petits pas. Comme on est pris par le temps, je ne vais pas vous raconter tout ce qu'on fait. En gros, c'est 450 événements, 100 000 visiteurs. Il y a une vingtaine d'assauts qui interviennent. On a un jardin, par exemple, en permaculture, qui est un lieu super pour expliquer aux citadins ce que c'est que finalement une autre vision des plantes. C'est plein de petites initiatives comme ça. Je vais prendre deux initiatives qui sont des choses qu'on fait là en ce moment, cet été. On a choisi essayer de réfléchir justement sur ces questions du climat. On avait accueilli la marche du climat et là, on a monté avec des collègues motivés. On a fait justement casser les logiques de compétition. On s'est allié avec le centre de formation qui est notre gros concurrent local. Ben, en fait, c'est des potes, on travaille ensemble et on a fait cette formation avec David Dirle, qui est justement pour essayer de voir comment on peut faire à notre échelle d'acteurs culturels réfléchir sur cette adaptation des enjeux climatiques. C'est des petites gouttes. Hein. Là, on ne pense pas que le levier sera tellement énorme que fin septembre, ça sera résolu comme problème. On pourra mettre une croix et dire, ça y est, le climat dans la culture à Montpellier, c'est plié. Ça, on est loin d'être dans cette idée-là. Mais par contre, c'est la politique des petits pas. Donc, j'espère que ça amènera un petit peu de réflexion et c'est quelque chose qu'on inscrit dans la durée. C'est-à-dire de se dire, ben voilà, ça aussi, c'est des points. On a déjà fait un webinaire il y a 15 jours. On fait la formation. On va en refaire d'autres en Occitanie régulièrement. Et essayer de travailler avec les autres collègues qui réfléchissent à ces questions-là, bien évidemment, de voir comment on se rallie à d'autres initiatives au niveau national. Moi, je suis par ailleurs président du syndicat des musiques actuelles. J'étais conseiller d'administration de l'UFISC. On est dans ces réseaux culturels qui s'intéressent à ces sujets-là. Il faut continuer à creuser. Je vais vous prendre un autre exemple à la Halle, qui est une façon finalement là aussi de se poser des questions et d'y répondre. Là aussi, c'est plus des exemples que des leçons. Hein. On n'a pas de leçons à donner à personne, parce que ce qu'on fait, c'est avec nos petits moyens et comme on peut, quoi. On avait la question de comment on fait pour réagir avec la crise du Covid. Comment on fait? Nous, on a voulu rouvrir le lieu. Il y a des résidences qui ont redémarré très vite avec la compagnie Mathilde Monnier. Mathilde Monnier a cassé sa tirelire pour permettre aux autres artistes de faire des résidences. Donc, le lieu continue à être un lieu de travail et de création.
super important, bien évidemment. Ouvert au quartier, super important. C'est notre plus gros enjeu, à nous, il est social. Quel impact social on peut, dans un quartier qui était une caserne, ce qui n'est pas le truc le plus ouvert au monde, de pouvoir faire du lien avec les quartiers populaires autour, politique de la ville, vous voyez bien dans quoi on est. Et si jamais on n'arrive pas à l'ouvrir au quartier, c'est raté ce que l'on fait, quoi. Donc, vraiment, ce qui est important, c'est de se dire, ben voilà, comment on fait pour ramener cette vie culturelle. Et on avait la question de faire une expo. On n'a pas, je vous l'ai dit, le financement est très limité de ce qu'on peut faire. Il y a eu cette réflexion et on a choisi de travailler sur le carton, qui était un matériau avec lequel on avait déjà bossé, on avait déjà fait des discothèques pour les enfants en carton, on avait beaucoup utilisé ça sur le festival, car Tropisme était un festival à l'origine. Et là, ben voilà, Martine André, qui sont les constructeurs, designers, qui sont implantés à la Halle et qui ont fait tout le design, les boîtes, tout ça, si vous venez, on vous fera visiter. On réfléchit à comment utiliser quelque chose qui soit recyclable, qui soit sobre, la question de la sobriété. Nous, une grande partie du bois qui est à la Halle actuellement, c'est des choses qu'on a récupérées sur les expos d'art contemporain. Les boîtes dans lesquelles il y a les bureaux sont inspirées justement de ces boîtes de transport des œuvres d'art dans le monde culturel de l'art contemporain. Ce n'est pas une critique, mais c'est un constat. On fabrique beaucoup, on fabrique des cimaises, on casse, on jette, on casse, on jette, on casse, on jette. Qu'est-ce qu'on fait pour que tout ça, on se le recycle, on s'en resserve et utiliser des matériaux plus sobres, essayer de baisser l'impact de ce qu'on fait. Alors, je ne vous dis pas, encore une fois, qu'avec tout en carton, on va faire l'expo la moins chère de l'année. C'est possible parce que ça ne sera pas une expo super chère, on n'a pas les moyens, on n'est pas un musée. Mais par contre, c'est une expo qui va permettre de dérouler la pelote et d'expliquer ce que c'est et en même temps d'accueillir les gens, d'accueillir les familles. Dans cette idée-là, on fait une expo qui est à 2 € parce qu'on n'a pas la moyen d'aller le faire gratuit et nous, on pense que le travail mérite salaire, c'est un symbole. Et on fait un système de billets suspendus parce qu'on espère que les gens qui vont venir, qui ont un peu plus les moyens, donc vont payer pour ceux qui n'ont pas les moyens de payer les 2 € parce qu'ils ont 5 enfants. Voilà, et ben ça, c'est notre petite goutte apportée à l'édifice. Dernier point, pour faire le lien avec ce que tu proposais, on est super ouvert pour discuter, animer. Il y a une des membres de notre conseil de surveillance qui est là, Marie-Hélène, tu pourras reprendre. Venez, discuter, prenez nos mails, allez sur le site. On est là pour essayer de faire lien et d'essayer de travailler ensemble. C'est pas juste un effet de manche. Welcome ici. Et nous, on est super chaud d'aller vous voir. Même à Dakar, hein, d'ailleurs. Je suis intervenu à Dakar l'année dernière et ce que tu as raconté, ça m'a fait beaucoup penser effectivement à ce que j'ai vu là-bas. On travaille beaucoup la coopération aussi, ici. On est ensemble. Il y a plein de convergences à faire alors jusqu'à Dakar. Merci beaucoup Yves pour ton intervention et je vois que ce que vous faites c'est super intéressant, ça je ne connais pas beaucoup. Je vois que d'ailleurs on a des petits liens, j'ai vu le lien que tu as envoyé, c'est David Hirle qui est votre formateur pour un projet qui est venu, qui était bénévole pour le Fresque, qui nous a beaucoup aidé, qui nous a fait réfléchir aussi sur comment faire de l'événementiel en réfléchissant aussi à l'impact carbone et c'est génial toute cette démarche là aussi qui nous permet toujours de nous remettre en question, donc voilà. Et donc voilà, je vois qu'il y a déjà des liens qui sont faits. C'est cool que vous soyez là comme ça. Il y a encore plein de convergences à faire. Du coup, je vais maintenant laisser la parole à Marie-Hélène pour une courte intervention. Je suis désolé, là, il nous reste à peu près 5 minutes. Et puis ensuite, donc on va faire, je pense que Bérénice va faire un rapide compte-rendu de tout ce qui a été dit. Et puis voilà, je pense qu'on va en finir sur ça. Donc Marie-Hélène, à toi. Oui, très rapidement, moi j'ai été impliquée dans une dynamique d'écosystème en Languedoc-Roussillon à l'époque entre la démarche entrepreneuriale, l'incubateur d'innovation sociale, l'école de l'entrepreneuriat, donc l'aspect formation des compétences sur l'entrepreneuriat en économie sociale, l'aspect aussi pérennisation des activités avec le pôle Réalis. Et enfin, l'aspect économique avec Coventis. Donc, à l'époque, j'étais en lien avec l'URSCOP, puisque c'était impulsé par l'URSCOP Languedoc-Roussillon, la CRES et la région. Et donc, j'insiste beaucoup sur tout ce qui a été dit, c'est vraiment l'articulation entre les forces vives d'un territoire et les capacités de mobiliser des moyens financiers, hein, parce que tout ça, ça demande des moyens financiers. Et donc, et là, avec Andrea, on est impliqué dans une dynamique qui s'appelle l'archipel citoyen Ouzo, les jours heureux, depuis quelques années, avec Patrick Vivray, avec beaucoup de personnes très intéressantes. Et du coup,
on relie un peu tout ce que vous avez dit, c'est-à-dire comment on fait convergence avec ce qu'on appelle des identités racines, des lieux qui développent des activités différentes, mais sur un objet commun, avec des modalités donc, que peuvent être un mouvement citoyen, que peuvent être un mouvement politique, que peuvent être une entreprise, une logique entrepreneuriale, et comment on associe ces différents niveaux en acceptant et en identifiant leur identité et en favorisant les rapports permettant d'alimenter les uns et les autres. Voilà. Donc ça, c'est une notion hyper importante qu'on développe, et on développe aussi quelque chose autour de la transformation, et ça va bien dans les économies transformatives ou transformatrices, c'est la notion de transformation personnelle, c'est-à-dire comment nous, individus, on a eu un déclic un jour en se disant oui, moi je vais bosser dans l'économie sociale et solidaire parce que c'est ce cadre qui me convient et parce que j'y ai des valeurs et que je me retrouve dans ces valeurs. Qu'est-ce qui fait ensuite qu'on rentre dans des collectifs et comment ces collectifs se développent à travers une réflexion aussi sur son rapport au pouvoir et comment on est individuellement dans les collectifs par rapport au rapport à la propriété. Développer une scope ou une SIC, c'est hyper intéressant dans la mesure où ça remet à plat la notion de propriété, la notion de répartition de la richesse. Développer un habitat participatif, un habitat coopératif, ce qu'on est en train de faire actuellement, eh bien, c'est remettre aussi à plat, en fait, la notion de propriété et de propriété individuelle. Et donc, je pense que les économies transformatrices, elles vont amener à être dans des logiques beaucoup plus de propriété partagée et de commun. Moi, j'aime bien la notion du commun. Et enfin, la transformation collective, elle amène la transformation sociétale. Et comment nos axes, nos développements, nos façons d'agir vont amener ce triptyque de la transformation. Et je terminerai par quelque chose qu'on aime bien avec Andrea, c'est le rêve. Le rêve que développe Patrick Vivray, c'est-à-dire le rêve lié à la résistance. Comment on est dans une vision permettant de résister sur le système, tout ce qu'on a développé aujourd'hui, ce que vous avez développé, la notion de valeur, mais la notion d'évaluation, comme l'évaluation, mais de ce qui compte pour nous. Aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui compte pour nous, qu'est-ce qu'on veut développer sur nos territoires et qu'est-ce qu'on veut laisser à nos enfants. La vision transformatrice, et ça, c'est hyper intéressant de relier à la vision, quel projet de vision, quelle vision du monde on a. La notion de buen vivir qui est développée un peu auto à travers les peuples indigènes, c'est ça. Comment on revient sur les bases de la vie, voilà. La notion d'expérimentation, donc d'où l'entrepreneuriat et accompagner des idées jusqu'à l'incubation et jusqu'à des projets entrepreneuriaux ou des projets citoyens. Et enfin, la notion de reliance, de convergence et de résilience. Voilà. Et donc, voilà, moi, je trouve que ça guide beaucoup nos actions. Et en tout cas, c'est ce qu'on développe aujourd'hui autour du programme Archipel les Heureux. On est impliqué aussi dans le VOS, là, le Viral Open Space. Et moi, j'avais prévu de venir à Barcelone. Et bon, finalement, c'est très bien. On est là ensemble. Et c'est vrai que ce système de visio nous a permis d'être même éloignés, d'être en commun. Et j'espère que l'année prochaine, on fera force dans ce forum mondial des économies transformatives. En tout cas, merci de toute cette dynamique et ces initiatives. Voilà. Merci à toi, Marilène. C'est vrai qu'on aurait préféré être à Barcelone aussi, mais bon, c'est quand même pas mal. Ça va peut-être faire moins de CO2 dépensé avec les avions. Mais en tout cas, ouais, c'est vrai qu'il faut continuer cette dynamique qui est lancée maintenant. Alors là, il est 57, on va devoir finir. Est-ce que quelqu'un voulait intervenir rapidement avant de faire une petite conclusion? Oui, alors, la petite conclusion, je vais la faire. Donc, il y a plein de choses que tu as dit, Marie-Hélène, que voilà, tu l'as tellement bien dit que je n'ai pas besoin de rajouter quoi que ce soit. Peut-être deux mots qui me sont chers, un peu la question de l'impertinence. On nous avait un peu assigné à n'être que des entreprises dans l'ESS. Soyons des entreprises, mais soyons des organisations et surtout des associations. Soyons des mouvements citoyens, faisons politique, osons dépasser les frontières de ce à quoi on nous assigne. Je pense que ça, c'est important. Et quelque part, à l'impertinence, je pense au Localos, une association qui œuvre plutôt dans la question des territoires et du développement local.
osons être impertinents et osons aussi être vraiment travailler quelque chose qui est extraordinaire, c'est la démocratie. Et quand on fait de l'économie sociale et solidaire comme ça, eh ben on n'oublie pas, je rejoins Uto, la question des droits économiques et sociaux qui sont essentiels aussi. C'est-à-dire qu'on peut être parfait, hein, mais si autour de nous, le monde s'écroule, ça ne peut pas le faire. Donc, on a cette solidarité à avoir. Moi, je vous remercie tous, toutes. Voilà, on va passer à l'autre visioconférence sur la Convergence France. Et je voulais remercier particulièrement alors Todd et Pierre. Je ne sais pas si vous voulez vous montrer. Pierre, il est parti parce qu'il était sous la pluie. Il a commencé à pleuvoir. D'accord. Todd, merci d'avoir pris des notes. Vous avez pris des notes très intenses et merci beaucoup. À bientôt, mais alors en octobre à Barcelone, parce que nous, on est en Occitanie et c'est pas loin. Alors, on passera par Montpellier et allez. Merci à vous. Merci Anne-Marie, merci Charlotte, merci Uto, merci Malik, merci Mathieu, et merci Léa, merci Andrea. Et merci Cédric de cette belle animation. Merci à tous. Merci. Ciao. Ciao.